Monde numérique. L'intelligence artificielle nécessite de transformer les réseaux 5G et de les améliorer, d'aller vers la 5G-A, la 5G Advanced, pour améliorer la capacité, notamment la capacité des réseaux, mais aussi le fonctionnement des réseaux. Bonjour Jérôme Danel. Bonjour. De Huawei Technologies, nous sommes sur le stand de Huawei à Barcelone, qui est un stand absolument gigantesque. Je pense que c'est le plus grand, on peut le dire, parce que c'est vrai que vous êtes présent à tous les étages en matière de télécommunications, du smartphone, au réseau, aux antennes, à la fibre, en passant par les montres connectées, le cloud et je ne sais quoi. Alors vous, c'est essentiellement la 5G. La 5G, j'ai l'impression que ça fait malgré tout des années qu'on en parle ici à Barcelone. Est-ce qu'on continue encore à innover en matière de technologie 5G ? Plus que jamais, j'ai envie de dire. Plus que jamais. Alors oui, pourquoi ? Alors déjà, on parle plus seulement de 5G, on parle de 5G Advanced, 5G-A. Ça, c'est l'évolution de la norme 3GPP qui évolue tous les ans pour améliorer les choses. Et en fait, ce qu'on vous explique ici sur le stand, c'est notamment pourquoi l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle, va nécessiter de transformer les réseaux 5G et de les améliorer, d'aller vers la 5G-A, la 5G Advanced, pour améliorer la capacité, notamment la capacité des réseaux, mais aussi le fonctionnement des réseaux. Donc l'IA va être utilisée dans plusieurs domaines. On a un écran ici qui explique sur la partie des terminaux, comment les terminaux, aujourd'hui vous avez des interactions avec des gens. On a parlé de l'Internet of Things, c'était un gros sujet il y a 1 an, 2 ans, avec des nouvelles technologies, l'IoT, etc. Maintenant on parle de l'Internet des agents IA. Les agents IA, en gros, dans quelques années, c'est vous qui appuierez sur les applications de votre téléphone, vous communiquerez à votre agent IA qui lui va lancer les applications dont vous avez besoin pour exécuter la tâche que vous lui avez demandé. Tout ça, en fait, ça implique énormément de transformations sur les réseaux 5G. Notamment, ça implique beaucoup plus de données dans le sens descendant, donc du réseau vers vous, mais aussi en sens montant. Donc il faut plus de débit. Il faut plus de débit et aussi plus de débit en uplink, ça s'appelle l'uplink, le lien montant. C'est un peu toujours la même chanson, hein. C'est un peu toujours votre défi depuis toujours. Exactement. Alors le lien montant dans les réseaux mobiles, c'est toujours compliqué parce que votre téléphone a une puissance limitée, il a une batterie limitée, il a une puissance limitée. Donc forcément, c'est toujours un plus gros challenge de remonter une grande quantité de données que de la faire descendre. Mais l'IA change un peu ce paradigme. L'IA demande aussi un temps de réponse plus rapide. Vous n'avez pas un data center dans votre téléphone qui permet de tout faire. Donc il y a besoin de s'appuyer sur l'IA dans le cloud. Et donc ça nécessite une latence faible, mais surtout garantie. D'accord. Et on arrive encore à progresser dans ce domaine parce que c'est pareil, la latence toujours plus courte, c'est une quête de toujours dans les télécoms et en particulier avec la 5G. C'était une des grandes promesses de la 5G. Alors la latence, il y a 3 manières de la voir. D'une part, il y a l'interface radio, donc la communication entre votre téléphone et votre réseau, où effectivement la 5G, donc l'interface radio, a amélioré la latence par rapport à ce que faisait la 4G. D'accord ? Et ça joue sur une très petite partie. La deuxième partie, plus importante, c'est où se trouve l'information. L'information que vous l'envoyez, où est-ce qu'elle est traitée ? Si elle est traitée dans un cœur de réseau qui est national, on va dire, en France, à Paris, forcément l'information, une fois qu'elle est arrivée à la station de base qui est près de chez vous, elle doit remonter par de la fibre jusqu'au cœur de réseau à Paris et redescendre ensuite. Donc ça introduit une latence qui est très importante, qui est la plus grosse partie. Donc la 5G amène aussi une reconfiguration du cœur de réseau où on va distribuer des fonctions plus proches de l'abonné pour pouvoir les traiter plus proches de l'abonné et pas avoir des milliers de kilomètres de fibres à faire. Et la troisième partie, c'est la partie dimensionnement du réseau radio. C'est-à-dire que très souvent, les problèmes de latence qu'on a dans une technologie radio, c'est pareil en Wi-Fi, c'est pareil en 4G, en 5G, c'est le fait d'accéder à la ressource radio, de pouvoir émettre. Parce que j'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup d'abonnés qui interagissent dans une même cellule, j'ai des problèmes de congestion et donc c'est là que je perds de la latence. Donc pareil, pour pouvoir garantir cette latence, il va falloir que j'implémente des solutions pour que j'ai pas de congestion. Donc c'est un dimensionnement du réseau,
c'est également ce qu'on appelle le slicing. On en a parlé beaucoup, on en parle un peu moins cette année parce que ça devient presque une commodité, j'ai envie de dire. Mais c'est un terme important, la 5G. Le slicing, ça permet de faire des tranches de réseau réserver des avec tranches, une latence garantie pour certains usages. Et quelles sont les innovations qui permettent de répondre à ces défis? Il y a énormément d'innovations sur les équipements radio qui permettent toujours d'améliorer la couverture notamment et la capacité des antennes. Par le passé, on avait une antenne qui faisait que de la 3G. Ensuite, on est passé à une antenne qui faisait la 3G et de la 4G. Petit à petit, on a rajouté une antenne 5G qui, elle, était une antenne séparée. Pour la 5G, on était obligé de mettre une antenne séparée parce qu'on a changé vraiment de paradigme. Avant, on avait des antennes qui rayonnaient dans toute la surface de la cellule, qui rayonnaient la même énergie partout. Avec la 5G, on a introduit des antennes qu'on appelle actives, qui font du beamforming, donc elles concentrent l'énergie sur l'abonné. Ça permet d'augmenter la couverture, ce qui est important quand on monte en fréquence, puisque les fréquences hautes propagent moins bien. Donc ça permet d'augmenter la couverture, mais aussi de mesurer la capacité. Je focalise, c'est un peu comme des lasers. Si vous prenez l'image de la lumière, vous avez un gros phare qui éclaire tout, et quand vous avez un laser, vous avez besoin de moins d'énergie pour atteindre votre abonné. Donc ce qu'on montre ici, c'est ces innovations qui permettent toujours de faire des équipements soit plus petits, soit plus efficaces, de mettre plusieurs bandes de fréquences dans un même équipement, de cacher toutes les antennes actives dans une même boîte. Si bien qu'aujourd'hui, à l'introduction de la 5G, on avait 2 antennes forcément sur site. Maintenant, on n'a plus qu'une seule. Et petit à petit, ces technologies qu'on a introduites sur la 5G, on commence à les dériver sur les bandes 4G. C'est-à-dire que les bandes de fréquences qui auparavant faisaient que de la 4G, qui couvraient bien mais qui n'avaient pas trop de capacité, pas trop de débit, on y a introduit ces mêmes technologies pour augmenter leur capacité et les rendre plus efficaces. Et la 6G, vous y travaillez? Alors évidemment qu'on y travaille. La 6G, c'est encore assez loin. Les discussions sont au niveau, je dirais, normalisation. Oui, on ne sait pas encore ce que c'est en fait, la 6G. Voilà. Alors, je pense qu'il y a des gros débats. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des gros débats sur qu'est-ce que ça doit être, pourquoi on va faire la 6G, comment on va la faire. Donc tout ça, c'est en train d'être discuté dans l'industrie. Je pense que ce n'est pas le sujet encore pour quelques années. C'est encore trop. Merci Jérôme Danel de Huawei Technologies.